Il y a quelque chose de très singulier chez les personnes qui ont grandi dans les années 1990. Ce n'est pas la génération la plus bruyante sur Internet. Ils ne courent pas après chaque nouvelle tendance dès qu'elle apparaît, mais il ne faut pas confondre ce calme avec de la faiblesse. Car quand le monde vacille, ce sont eux qui restent debout d'une manière franchement impressionnante. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont grandi à une époque où le silence était normal et où l'attente ne posait pas de problème. Cela faisait simplement partie de la vie. Rester assis pendant des heures à regarder par la fenêtre de la voiture lors de longs trajets ou faire tout le chemin jusqu'au Blockbuster juste pour dénicher une cassette VHS n'étaient pas seulement de jolis souvenirs. Ces moments ont forgé leur force intérieure. Puis, en ce qui semble n'être qu'un clin d'œil dans l'histoire, ils ont vu la société subir une mise à jour complète de son système d'exploitation. Ils ont été la dernière génération à avoir une enfance entièrement analogique et, au moment même où ils atteignaient l'adolescence, ils entraient soudainement dans l'ère numérique. Ils sont devenus une génération passerelle, portant en eux la résilience du passé et la conscience aiguë de l'avenir. Et cette structure psychologique pourrait bien être la clé pour nous aider tous à trouver un équilibre dans un monde qui tourne beaucoup trop vite. Aujourd'hui, nous analysons la psychologie de ceux qui ont grandi dans les années 90 pour voir comment ces années ont véritablement façonné qui ils sont maintenant. Commençons par l'aspect le plus fondamental, la manière dont ils assimilent l'information. Aujourd'hui, l'information ressemble à une inondation. Elle déferle et nous submerge. Mais dans les années 90, l'information était rare et cette rareté a musclé une capacité psychologique que beaucoup d'entre nous perdent peu à peu aujourd'hui. L'aptitude à la concentration linéaire. Imaginez ceci. À l'époque, quand un enfant voulait apprendre quelque chose, il ne pouvait pas simplement faire une recherche sur Google. Il devait se rendre à la bibliothèque, feuilleter ses catalogues de fiches jaunies, trouver le bon livre et le lire vraiment. Quand il voulait écouter de la musique, il devait passer toute la cassette. Il n'y avait pas de bouton pour passer au morceau suivant, pas de suggestion de type « vous aimerez peut-être aussi ». Il devait consommer le contenu de manière linéaire, du début à la fin. Cette exigence a entraîné leur cerveau à un processus, appelé la pensée linéaire. Ils ont appris à rester sur un seul fil de pensée assez longtemps pour le comprendre véritablement. Ils ne passaient pas d'un onglet à l'autre. Les matins de week-end, une fois les dessins animés terminés et qu'il n'y avait plus rien à la télé, que faisait un enfant de l'époque? Il n'avait pas de deuxième écran à faire défiler. Au lieu de cela, il s'asseyait à la table de la cuisine et retournait en la boîte de céréales, lisant chaque énigme, labyrinthe ou même les informations nutritionnelles au dos. Il les étudiait comme s'il s'agissait de grande littérature. Ou alors, il s'allongeait par terre et parcourait des catalogues de jouets ou de vieux magazines, fixant les mêmes images encore et encore jusqu'à pratiquement les mémoriser. Cela semble amusant, mais c'était un entraînement intensif à la concentration. Comme rien d'autre ne venait solliciter l'attention, le cerveau a appris à extraire tout ce qu'il pouvait de ce qui se trouvait juste devant lui. C'est pourquoi les personnes qui ont grandi à cette époque possèdent souvent de meilleures capacités de lecture approfondies et une manière plus systématique d'analyser les problèmes. Ils ne survolent pas l'information, ils l'absorbent. Leur environnement d'enfance n'était pas fragmenté. Un film était un film complet. Une conversation était une véritable conversation, pas interrompue par le tintement constant des notifications. Et cela n'a pas seulement façonné leur comportement extérieur, c'est allé bien plus loin. Cela a directement influencé la manière dont leur système nerveux a été câblé et dont il fonctionne.
Quand on parle de différences neurobiologiques, on se doit de parler de la dopamine. Le monde moderne fonctionne sur un système de récompense variable. On balaie l'écran, boum, une vidéo drôle. On balaie encore, boum, un nouveau message. Nos cerveaux d'aujourd'hui agissent comme s'ils attendaient de leur prochaine dose toutes les 15 secondes. Mais le système nerveux de ceux des années 90 a été programmé dans un environnement beaucoup plus calme. Pensez à un dimanche après-midi en 1992. Les devoirs étaient faits. La télé était bloquée sur des informations ennuyeuses. Vos amis n'étaient pas chez eux. Pas d'Internet, pas de smartphone, juste le silence qui remplissait la pièce. C'était l'ennui pur. Aujourd'hui, nous traitons l'ennui comme un ennemi. Mais pour la génération des années 90, l'ennui était un vieil ami. En psychologie, ces moments de vide sont liés à ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Cela semble technique, mais voici la version simple. C'est ce que fait votre cerveau quand il n'a rien à faire et qu'il commence à vagabonder de lui-même. À l'époque, il n'y avait pas d'iPad, pas de flux d'actualité infini. Il pouvait passer des heures à lire le manuel d'instruction d'un nouveau jeu qu'il venait d'acheter d'acheter. Il s'allongeait sur le sol du salon, complètement absorbé par les pages de bandes dessinées colorées du magazine Disney. Ou parfois, il restait simplement assis là, à enrouler le cordon torsadé du téléphone autour de leurs doigts, en observant silencieusement les minuscules motifs du tapis. Ou pensez à ces trajets de 5 heures en voiture pour aller chez grand-mère. Pas de Netflix dans la voiture. Leur seule occupation consistait à regarder par la fenêtre, voir les champs défiler, les lignes électriques s'étirer au loin et laisser leur esprit dessiner des histoires dans le ciel. Ces moments de rien à faire ont entraîné leur système nerveux à quelque chose de rare. La tranquillité intérieure. Ils ne paniquent pas et ne s'impatientent pas, pas s'ils doivent attendre 10 minutes pour un bus alors que la batterie de leur téléphone est vide. Alors que le monde moderne vit 30 secondes à un feu rouge comme une torture et se précipite sur un téléphone, les enfants des années 90 ont développé un mode veille naturel. Ils peuvent tolérer les moments de vide sans avoir besoin d'une stimulation instantanée. Cela fonctionne comme un filtre psychologique. Cela les aide à éviter l'épuisement dans la tempête de notifications actuelles. Ils savent comment déconnecter, non pas parce qu'ils s'y forcent, mais parce que leur corps se souvient et encore du rythme biologique de ces après-midi silencieux. Ils comprennent qu'un moment de silence n'est pas un moment gâché. Et quand un système nerveux n'est pas constamment alimenté par une validation extérieure, quelque chose d'autre d'intéressant se produit. Leur identité personnelle se développe dans une direction totalement différente. Maintenant, imaginez grandir sans une caméra braquée sur votre visage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était le plus grand privilège des enfants qui ont grandi dans les années 90. À l'époque, leur identité était formée dans une intimité totale. Pensez aux appareils photo jetables. Ils utilisaient les 24 poses lors d'un anniversaire ou d'une sortie à la plage, puis déposaient la pellicule chez Save AS ou Walgreens pour la faire développer. Ils devaient attendre une semaine entière pour récupérer l'enveloppe de photos. Si certaines photos avaient l'air ridicule, avec des cheveux en bataille ou une pose gênante, ce n'était pas grave. Ils en choisissaient quelques-unes de bonnes pour l'album photo et jetaient le reste dans une vieille boîte à chaussures sous le lit. C'était réglé. Personne ne les voyait. Personne ne cliquait sur « haha ». Et ces photos ne devenaient jamais la preuve permanente d'un moment embarrassant en ligne. Cette intimité leur donnait la permission de se tromper. Leur adolescence était une série d'expériences silencieuses. Ils pouvaient porter des pantalons trop larges ou arborer une coupe de cheveux bizarre, inspirée par leur star de musique préférée, et traîner au centre commercial avec des amis. S'ils avaient l'air ridicules
ou s'ils rataient totalement une tendance. Cela devenait simplement un souvenir drôle, partagé par un petit groupe. De nos jours, la valeur personnelle d'un jeune se mesure souvent en likes. Ils ressentent la pression de construire une version d'eux-mêmes à mettre en scène pour des inconnus. Mais pour ceux qui ont grandi dans les années 90, leur sentiment d'identité provenait d'expériences de la vie réelle. Ils ont découvert qui ils étaient à travers de longs appels sur le téléphone fixe, où ils devaient d'abord surmonter la peur de parler aux parents de leurs amis avant même de pouvoir joindre leur ami. Ils ont façonné leurs valeurs à travers des journaux intimes écrits à la main et des posters couvrant les murs de leur chambre. Alapas n'avait pas besoin que le monde entier les comprenne. Quelques amis proches suffisaient. Ils sont habitués à être profondément connus par un petit cercle plutôt qu'à être superficiellement vus par des milliers d'inconnus. Grandir sans un public constant leur a donné une structure psychologique stable. Ils savent comment s'auto-valider sans attendre qu'un algorithme les approuve. Et cette indépendance mène à une qualité que le monde moderne perd lentement, la capacité d'attendre patiemment et d'apprécier véritablement la récompense. Il existe un concept en psychologie appelé la gratification différée. Les personnes qui ont grandi dans les années 90 en étaient des maîtres inconscients. Leur vie à l'époque était une série d'attentes obligatoires. Pensez au vendredi soir chez Blockbuster. Ils devaient s'y rendre en voiture avec leurs parents, parcourir les étagères et espérer qu'il restait encore une cassette derrière le boîtier d'exposition. Si tout était loué, il n'y avait rien d'autre à faire que de rentrer à la maison et d'attendre la semaine suivante. Pas de vidéo à la demande, pas de bouton de lecture instantané. S'ils voulaient regarder un nouveau clip de Nirvana ou de Britney Spears, ils devaient rester assis devant MTV pendant des heures en espérant simplement qu'il passerait. Même l'achat d'un nouveau jouet ou d'une nouvelle tenue commençait généralement par le feuilletage d'un catalogue Sears ou JCPenney, une commande par téléphone, puis des semaines d'attente avant que le courrier n'arrive. Psychologiquement, ces expériences ont entraîné un système d'exploitation très résilient. Ils ont compris une formule simple. Effort plus temps égale récompense. Leur système nerveux s'est habitué à ce cycle. Ils savaient que le bonheur de tenir enfin un nouveau CD, après des semaines à économiser leur argent de poche, était un bonheur profond. Le genre de satisfaction que le clic instantané d'aujourd'hui ne peut pas vraiment égaler. C'est pourquoi, dans le travail et la vie moderne, les personnes qui ont grandi dans les années 90 font souvent preuve d'une plus grande ténacité. Ils n'abandonnent pas facilement si un projet ne réussit pas après un mois ou si un objectif personnel n'est pas atteint tout de suite. Ils ne s'attendent pas à des résultats instantanés parce qu'ils comprennent que la valeur réelle se trouve généralement au bout d'une période d'attente. Mais ce qui rend vraiment cette génération différente, ce n'est pas seulement sa capacité à attendre, c'est sa position unique, à la charnière de deux pans de l'histoire. Les sociologues les appellent la génération charnière. Ils sont le seul groupe encore en vie et en activité aujourd'hui qui se souvient clairement des deux mondes, analogique et numérique. Ils sont les derniers à se souvenir véritablement de ce à quoi ressemblait le monde avant d'être codé par des algorithmes. Ils se souviennent du son grinçant et de la lenteur de la connexion par modem AOL pour accéder à Internet. Mais ils ont aussi été les premiers à rester éveillés toute la nuit pour comprendre comment personnaliser leur page MySpace. Cette dualité psychologique leur confère une incroyable adaptabilité. Regardez comment ils naviguent. Ils sont tout à fait à l'aise avec Google Maps, mais ils viennent aussi de l'époque où l'on imprimait les itinéraires MapQuest et où l'on tenait ses feuilles en conduisant, en espérant ne pas rater une sortie d'autoroute, parce que, si c'était le cas, il n'y avait pas de voie GPS pour recalculer l'itinéraire. Ils comprennent la commodité de la technologie, mais ils n'en sont pas dépendants.
En termes psychologiques, cette position leur donne un point de référence que les générations suivantes n'ont pas. Parce qu'ils ont vécu la moitié de leur vie hors ligne, ils savent exactement ce que l'on ressent dans un monde sans smartphone. Ils savent qu'être injoignable pendant quelques heures n'est pas la fin du monde. Ils ne sont pas extrêmes. Ils ne sont pas des ludistes anti-technologie, mais ce ne sont pas non plus des enfants nés avec un iPad à la main. Ils considèrent la technologie avec un scepticisme sain. Ils l'utilisent comme un outil pour soutenir la vie, pas comme la vie elle-même. Ils peuvent apprécier une nuit de camping en forêt sans aucun signal de téléphone et ne ressentir aucune anxiété. Ils savent comment couper les notifications et être véritablement présents dans une conversation. Tout simplement parce que leur corps se souvient encore d'une époque où la présence était la seule chose qu'ils avaient. Tous ces facteurs s'unissent pour former leur trait le plus caractéristique, l'équilibre. Dans une ère extrême, où tout doit être plus rapide, plus fort et plus grand, les personnes qui ont grandi dans les années 90 agissent comme des ancres. Ils ne sont pas des nostalgiques purs et durs, rejetant le présent. Ils savent simplement comment éviter d'être emportés. Leur système nerveux est plus stable face à la stimulation numérique, parce qu'ils comprennent que le silence n'est pas un espace vide qui doit être rempli immédiatement. Leur identité est plus ancrée, parce qu'elle a été construite sur des valeurs internes plutôt que sur des indicateurs de vanité sur un écran. Et surtout, ils portent en eux une patience rare pour poursuivre des objectifs à long terme, dans un monde obsédé par la gratification instantanée. C'est peut-être pourquoi, lorsque vous parlez à quelqu'un qui a grandi dans les années 90, vous sentez souvent ressentant un calme étrange. Ils peuvent s'asseoir dans un Starbucks bondé, parcourir leur téléphone pour gérer leur travail, puis poser calmement l'appareil face contre table, pour écouter véritablement la personne en face d'eux. Ils savent comment suivre le flux du futur tout en conservant le rythme paisible du passé. La génération qui a grandi dans les années 90 n'est pas seulement un groupe de personnes se souvenant des cassettes VHS et de la musique grunge. Ils sont le produit d'un tournant unique dans l'histoire de l'humanité, une transition entre l'ancien monde et le nouveau. Et cela a créé l'une des structures psychologiques les plus équilibrées que nous ayons jamais vues. Ils sont la preuve vivante que nous pouvons rester connectés au monde entier sans nous perdre nous-mêmes. Parfois, pour avancer plus loin dans le futur, la meilleure chose que nous puissions faire est de conserver le rythme d'une époque où la vie était encore assez lente pour être véritablement ressentie. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage pour décrypter les strates psychologiques uniques des personnes ayant grandi dans les années 90. Si vous avez reconnu un reflet de vous-même, ou peut-être un aperçu d'un être cher dans ces récits, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez les analyses profondes et multidimensionnelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo pour nous soutenir. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer sur cette voie d'exploration des mystères cachés de l'esprit humain. Je suis Apex et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine analyse approfondie.